suis économiste et un jour, il m'arrive quelque chose d'incroyable. Je tombe enceinte. Être en famille et avoir des enfants m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. Et peut-être pour la première fois, mes intérêts personnels et mes intérêts de recherche se sont mélangés. Donc avoir un enfant, c'est formidable. Mais un enfant, ça impose aussi beaucoup de contraintes. Quand on était encore en couple, on est libre de s'organiser comme on voulait. Si je voulais visiter mes amis en Allemagne et mon copain voulait faire un week-end de squash, on a fait ça juste comme ça. Mais un enfant, il faut s'en occuper. Il faut l'amener chez nounou, il faut le chercher là-bas, il faut l'amener à une visite médicale. Donc en bref, on a commencé de partager une Google Agenda pour gérer notre emploi du temps. Et on a aussi commencé de négocier. Et on n'était pas toujours d'accord. En fait, ces négociations en couple sont différentes des négociations qu'on observe ailleurs. Par exemple, si on veut acheter une voiture. Dans de telles négociations, normalement, chacun pense juste à soi-même. Donc, on veut avoir un produit qui est plus intéressant ou un prix qui est un peu plus bas. Pendant des négociations en couple, le problème n'est pas normalement que chacun pense juste à soi-même, mais qu'on n'est pas d'accord quel sera le mieux pour le couple. Donc on négocie des questions de principe. Et ça, c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de ces questions de principe. Donc en général, il existe deux différentes manières de résoudre de tels problèmes pour un couple. La première approche est d'optimiser, d'être efficace. Donc, dans un tel couple, on va comparer les compétences et la personne qui sait mieux faire quelque chose, par exemple réparer une voiture ou faire la cuisine, va prendre en charge cette tâche. Le résultat va être une spécialisation et les compétences vont être de plus en plus différentes. Le même argument peut aussi être utilisé pour décider qui va travailler ou combien de temps chacun va travailler. Donc, dans un couple efficace, on va comparer les salaires et la personne qui a un salaire plus élevé va se spécialiser sur le marché du travail et la personne qui a le salaire plus bas va s'adapter, prendre des postes peut-être un peu moins intéressants, travailler à mi-temps, prendre en charge le ménage et s'occuper des enfants. Maintenant, dans la plupart des pays, les salaires pour les hommes sont plus élevés que les salaires pour les femmes. Donc vous pouvez un peu deviner qu'est-ce que va s'arriver. Donc l'homme qui va se spécialiser sur le marché du travail et c'est la femme qui va s'occuper de la ménage et des enfants. Donc ça, c'est une approche qui est efficace, mais qui est très inégale au niveau des contributions aux revenus de la ménage. Donc la deuxième approche sera d'être plutôt égal. Donc dans un tel couple, l'homme et la femme sont tous les deux actifs sur le marché du travail et aussi ils se partagent les tâches ménagères et s'occupent des enfants. Un tel couple va être peut-être un peu moins efficace, mais les contributions de chacun vont être beaucoup plus pareilles. Donc il y a beaucoup de bonnes raisons pour chacun de ces deux approches. L'efficacité, c'est bien, parce qu'on va avoir plus pour le couple. L'égalité aussi, c'est bien, pour avoir un bon équilibre dans le couple. La spécialisation, c'est bien parce que chacun va être vraiment un expert dans les tâches qu'il va prendre en charge. Mais c'est aussi bien de savoir un peu tout faire. Donc, une question que je m'avais posée en tant d'économiste, c'était quelle est la préférence des hommes et des femmes pour l'efficacité versus l'égalité dans le couple. Donc, dans la réalité, c'est très très difficile de mesurer ou d'observer ces préférences. Donc, finalement, il faut poser la question aux personnes. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait. On a organisé une expérience pour laquelle on a invité des couples vivant ensemble de venir dans notre laboratoire
pour répondre à des questions qui nous permettent de mesurer leur intérêt pour l'efficacité ou l'égalité. Donc, dans notre laboratoire, on a séparé les hommes et les femmes. Donc, chacun a répondu pour soi-même, à son table, à des questions qui concernaient l'allocation d'une ressource entre eux-mêmes et leurs partenaires. Et c'était une ressource réelle, car on a donné à nos couples en moyenne presque 100 € pour leur participation dans cette expérience. Donc, voici une telle situation qu'on a proposée à nos participants. Il y a deux options, l'option A et l'option B. L'option A à gauche est une situation qui est égale. Parce qu'on va donner à l'homme et à la femme 200 francs toulousains, ça c'est notre monnaie locale, qu'on échange en euros à la fin de l'expérience. L'option B à droite, c'est une situation qui est efficace. On va donner 450 francs toulousains au couple, mais le tout va être donné à l'homme et rien à la femme. Donc chacun de nos participants a dû faire un choix entre cette option A et cette option B, en sachant qu'à la fin de l'expérience, chaque participant va recevoir une enveloppe avec ses gains individuels de cette expérience. Donc, on a observé que presque 40% des participants ont choisi la situation qui est égale. Et le résultat était le même pour les hommes et les femmes. Donc, ça veut dire 40% des femmes ont choisi cette option et aussi 40% des hommes ont choisi cette option. Donc pour les hommes, ça peut sembler un peu étonnant ici, parce que si vous regardez les deux options, en fait, l'homme aura 450 francs toulousains dans l'option B, donc ça c'est beaucoup plus, et en plus, il est libre de partager cette somme après l'expérience avec sa femme, d'accord ? Mais ça semble que quand même un grand pourcentage des personnes a un intérêt pour l'égalité, même si c'est coûteux. Et le coût ici, il n'est pas négligeable. Donc pour voir le coût, il faut comparer le total dans les deux options. Il y a une différence de 50 francs. Donc ça veut dire qu'il y a un coût de plus que 10% associé à cette égalité. Donc pourquoi existe-t-il un tel intérêt pour l'égalité, même si c'est coûteux ? Donc ici, il y a deux points de vue. Premièrement, on a la personne qui est défavorisée. C'est facile de voir pourquoi une personne qui est défavorisée va avoir une préférence pour l'égalité. Elle va avoir plus, être moins dépendante, se sentir moins coupable. C'est un peu plus difficile de voir pourquoi aussi une personne qui est favorisée peut aussi avoir un intérêt pour l'égalité. Mais ce n'est pas toujours facile d'avoir plus. On ne peut pas juste donner l'argent comme cadeau à quelqu'un d'autre. Il va se sentir endetté. Il va insister de nous repayer. Si vous invitez quelqu'un dans un restaurant, il va insister de payer la prochaine fois. En plus, si vous êtes dans une situation favorisée et vous savez que votre partenaire est malheureux, c'est très probable que vous êtes prêt de payer un certain prix pour donner une situation mieux aussi à votre partenaire. On a aussi proposé une situation inverse, donc une situation où on a donné le tout à la femme et rien à l'homme, et le résultat est le même. D'accord ? Donc même aussi dans cette situation-là, les hommes et les femmes, ils ont les mêmes préférences, plus ou moins 40% choisissent cette option qui est égalitaire. On observe un peu le même résultat si on regarde le marché du travail. Donc en 2011 en France, on avait donc 44% des ménages, l'homme et la femme, qui travaillaient à plein temps. Donc ce que notre résultat montre, c'est que ceci n'est pas juste un résultat parce qu'on va avoir plus d'argent si on a deux salaires en place d'une, mais qu'il y a un vrai intérêt pour l'égalité. Et que les couples sont même prêts de payer un certain prix pour avoir l'égalité. Mais on a aussi vu que les couples sont assez rationnels par rapport à ce prix ou à ce coût. Donc, par exemple, on a proposé une situation où on a augmenté le coût. Donc ici, on a maintenant donné 600 francs à l'homme dans la situation qui est efficace. Donc maintenant, la différence, c'est 200 francs toulousains. Ça veut dire qu'il y a un coût de 33% associé à l'égalité.
Et dans ce cas, on a vu que juste 20% des participants ont choisi la situation égale. Ça veut dire qu'il existe un vrai intérêt pour l'égalité par les couples, mais finalement, tout dépend du prix. Donc si le prix commence d'être trop élevé, à un moment, on dit, bon, ça coûte trop cher. Et maintenant, c'est aussi important de réfléchir un peu, qu'est-ce que c'est ce coût, ce prix dans la réalité? Ici, j'ai beaucoup simplifié, j'ai juste parlé des salaires, mais un coût qui est très très important dans les situations qui touchent au genre, c'est la pression sociale. Donc si en plus, dans une société, tout le monde pense qu'un homme doit gagner plus que la femme, ça ajoute encore un autre coût à notre couple. On a aussi vu qu'il y a une grande variance dans les préférences. Donc certaines personnes sont prêtes à payer un prix plus élevé que des autres. C'est une question de personnalité, des préférences individuelles. On a aussi vu que la culture joue un rôle assez important. Donc, par exemple, on a refait cette expérience en Allemagne et on a vu que pour exactement les mêmes sortes de situations, parmi les couples allemands, un plus grand pourcentage a choisi la situation égale. Donc il faut en parler. Ni l'une ni l'autre approche est nécessairement mieux, mais il faut être d'accord quelle approche on veut suivre. On a aussi vu dans notre expérience que dans 25 à 30% de nos couples, l'homme et la femme n'ont pas choisi la même option. C'est tout à fait normal qu'on n'a pas les mêmes préférences dans un couple. Donc, parlons-en. Souvent, c'est difficile de parler de l'argent dans le couple. On ne le fait jamais ou juste quand c'est trop tard. Mais c'est important. Aussi, souvent, nous pensons que les autres ont les mêmes préférences que nous-mêmes, car ça semble tellement évident de notre point de vue. Mais si ce n'est pas vrai. Donc, pour savoir quelle est l'importance de l'égalité pour vous, et si vous êtes prêt de payer un prix pour l'avoir, il faut en discuter. Merci.